Alors je vais commencer par là, Jean-Pierre Lebrun, c'est une première question. Est-ce que ça vous a surpris, le fait que les personnes, dans un premier temps, étaient étonnées de travailler ensemble et n'y voyaient pas l'intérêt, et puis qu'assez rapidement, ils se sont rendus compte que les problèmes différents qu'ils traitaient, ou qu'ils pensaient traiter, étaient des problèmes analogues? Écoutez, cette manière de dire des directeurs d'avoir été étonnés dans un premier temps de ce qu'ils se trouvaient à des niveaux différents et d'être mis ensemble autour de ces questions, moi, me paraît très intéressante comment elle a évolué, puisque finalement, je pense que les personnes en jeu étaient plutôt satisfaites de cette confrontation, mais ça ne m'étonne pas personnellement, parce que comment dirais-je, la structure de la question de la direction me semble toujours la même, quelles que soient les modalités très concrètes, et bien sûr elles le sont, différentes entre les différents niveaux d'enseignement. Je pourrais même étendre la chose, hein. La question de la structure de la direction, pour moi, elle touche aussi bien une équipe qu'une équipe qui est d'un autre ordre qu'une école, que peu importe quoi. Et donc, ça ne m'a pas étonné que malgré vos réticences ou inquiétudes de certains, ça se soit dissipé parce que nous sommes finalement toujours confrontés à un point très précis qui est comment soutenir cette place de diriger sur laquelle on va plus longuement revenir. Mais je voulais vous remercier directement de cette remarque parce qu'elle est pertinente à mon avis. Merci. Alors je propose à Isabelle Agnessens de nous poser une première question. Oui, voilà. Alors, Monsieur Lebrun, donc durant notre séminaire, nous sommes partis d'un constat, c'est que l'autorité aujourd'hui est vraiment en crise profonde. Comment peut-on expliquer, tout d'abord, comment que l'autorité soit ébranlée à ce point? Et pourquoi est-il si important de maintenir une autorité dans l'institution? Alors d'autre part, une sous-question, comment établir pour un chef d'établissement une relation d'autorité avec une personne qui la refuse? Alors écoutez, je pense que la raison pour laquelle l'autorité est aujourd'hui en crise, il y a évidemment de très nombreux éléments qui peuvent l'expliquer, on ne va pas faire une réponse unique, mais il me semble quand même qu'on peut prendre une ligne qui rend assez facilement intelligible la chose. L'exemple que je donne souvent, c'est celui d'un capitaine de bateau qui forcément est une autorité en général incontestée lors de la navigation. Mais si le capitaine de bateau se retrouve avec d'autres naufragés sur une île déserte, il n'est pas sûr du tout qu'il conserve quoi que ce soit de l'autorité qu'il avait sur son bateau. Ça donne un petit peu, pour moi, le tableau de l'actualité. Nous ne sommes pas nécessairement des naufragés, mais nous avons un monde que nous avons quitté. Et je crois que c'est ça qui est essentiel à percevoir, c'est qu'il y a toujours dans la place que l'on occupe un arrière-fond. Et si cet arrière-fond change, cela peut changer complètement la donne. Je crois que cet arrière-fond a changé, pour le dire très simplement, évidemment, pensez bien, on ne peut pas le faire trop rapidement, on doit le faire rapidement dans le temps qui est imparti. Il me semble que la lecture que d'autres ont d'ailleurs donnée du passage d'un monde organisé sur le modèle d'une pyramide à un monde organisé sur le modèle d'un réseau me semble très illustrative de la difficulté que ça comporte. Puisqu'au fond, quand nous avons tous ensemble, sans même le savoir, on a écouté M. Winans tout à l'heure nous donner des éléments qui nous font entendre qu'ici en Belgique, par exemple, contrairement en France, il y a toute une histoire de l'enseignement qui vous donne un statut particulier. En France, d'emblée, quand on est dans l'enseignement de la République, comme on dit, c'est anticlérical. Bon, ce n'est pas du tout la position qu'on a ici, bon, c'est autre chose. Ça se met tout à fait différemment. C'est ce que j'appelle l'arrière-fond. Eh bien, l'arrière-fond d'une société où les gens se conçoivent comme organisés sur un modèle pyramidal, c'est-à-dire finalement toujours théologico-politique, on peut dire, donne une légitimité spontanée à la place du sommet. Et quiconque l'occupe, que ce soit dans une petite entité ou dans une très grande entité qu'est l'État, se sent la légitimité d'occuper cette place. Quand on passe à un système de réseau, comme on est en train de, comme nous avons passé, suite au désenchantement du monde, à plein d'éléments, l'évolution de la science, enfin, je ne vais pas revenir sur tout ça, il me semble qu'on est d'emblée du côté d'une délégitimation
de cette place du sommet. Et donc la question de l'autorité ou de s'appuyer sur quelque chose avec lequel tout le monde est d'emblée d'accord, même si on peut le contester par ailleurs, ne va plus de soi du tout. Et ça, du coup, ça entraîne quelque chose que je trouve très important, d'ailleurs, que vous ramenez, comment établir un rapport d'autorité avec quelqu'un qui la refuse. Eh bien, c'est ça, c'est pas nécessairement même qu'il la refuse, c'est que simplement, elle ne va plus de soi dans son monde. Donc, il s'agit presque à chaque fois, pour celui qui occupe cette place, que j'appelle différente des autres, je pense à la question du sommet, bon, parce que nous ayons une représentation du monde selon la pyramide ou selon le réseau, ne change pas nécessairement les structures de la parole. Or, les structures de la parole demandent que, pour le moment, pardonnez-moi, mais vous m'écoutez, je parle tout seul. Peut-être tout à l'heure, on échangera à plusieurs, qui sais-je. Mais en attendant, il y a des places différentes dans le fait de parler. Et donc, on a là une difficulté. Si plus personne ne reconnaît la pertinence de cette place, sa légitimité spontanément donnée à quelqu'un, en fonction, bien sûr, du respect des procédures pour y arriver, on se trouve du coup avec quelqu'un à qui il faut presque lui réexpliquer que c'est utile, nécessaire, que ça peut être opportun, mais ce quelqu'un n'est pas obligé nécessairement d'accepter votre façon de dire. Et donc du coup, on voit bien que toute la difficulté devient une reconstitution de la légitimité d'une place, aussi bien pour celui qui est le directeur que pour l'élève à qui il s'adresse. Ce qui, forcément, lui donne une arme terrible pour pouvoir refuser cette légitimité, puisque dans le même mouvement, il refuse ce qui lui est demandé que le seul fait de la place elle-même, et pour ça, il dispose aujourd'hui de l'arrière-fond qui est derrière lui, qui vient de dire « mais cette place n'a plus de légitimité dans le monde qui est le nôtre ». Voilà comment je redirai un peu les choses. Merci. Alors peut-être passer la parole à Guy Léonard. Est-ce que ça a des conséquences dans le recrutement de la fonction de directeur ? Il est de plus en plus difficile de trouver des directeurs aujourd'hui, tant la fonction semble exposée et soumise au feu des critiques. Or, vous avez insisté énormément sur l'importance de cette place que vous qualifiez de place d'exception. D'une part, voulez-vous développer cette formule et nous expliquer pourquoi la fonction de directeur est si importante à vos yeux ? Et d'autre part, quelles qualités le directeur doit-il développer pour remplir au mieux ce rôle ? Alors, j'avais envie d'abord vous remercier d'avoir utilisé le mot « place », parce qu'il me semble qu'effectivement, c'est important de repérer qu'il y a bien sûr le personnage du directeur, il y a son rôle, il y a sa fonction, comme on dit, mais à mon avis, il y a bien plus encore sa place, qui est justement une place qui est différente de celle des autres. Et donc, je crois que il m'arrive d'ailleurs souvent, quand des gens viennent en supervision de travail comme ça, de leur dire « il y a votre place et à vous ». Vous pouvez être très sensible à telle personne parce que c'est un ami qui vous fait une demande particulière, que sais-je, mais commencez peut-être par demander à la place que vous occupez, qu'avez-vous à répondre ? En général, ça lève 80% des difficultés, parce que ça vous donne directement l'axe. Il y a encore des difficultés, bien sûr, mais souvent, le fait de penser quelle place on occupe permet d'emblée de dire, plutôt que de voir qu'est-ce que j'ai à faire, moi, comme personnage, quelle place est-ce que j'occupe ? À cette place-là, qu'est-ce que je réponds ? Alors, pourquoi est-ce que cette place, comme vous le demandez, est aussi importante ? Je pense que c'est parce que c'est la seule place qui éprouve au quotidien la contradiction entre l'individuel et le collectif. Elle éprouve de plein fouet la division entre la tâche collective, qui n'arrive jamais à retrouver et à renouer avec tous les vœux de chaque individu qui participe à cette tâche collective. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que cette division entre le collectif et le singulier, on vient aussi encore d'ailleurs de l'entendre dans l'exposé de M. Winans, elle ne fait plus nécessairement partie de la donne. Or, il n'y a pas moyen de penser les choses autrement. Même si on pense à l'évolution d'un enfant, il commence par être le premier, le seul, le plus merveilleux du monde, il faudra bien qu'il finisse par être un peu aussi comme tout le monde. C'est-à-dire que la dimension collective va devoir prévaloir sur sa singularité.
c'est une nécessité pour qu'il puisse, dans un deuxième temps, retrouver la spécificité de sa singularité et parvenir à la mettre en rapport avec d'autres. Mais donc cette dialectique, aujourd'hui, est souvent perdue ou peu perçue ou estompée par beaucoup de gens qui travaillent dans un collectif. Et le seul qui, bien souvent, a d'emblée le choc et doit travailler le choc de l'articulation entre le collectif et le singulier, c'est le directeur. Mais il n'est pas normal que dans une société qui se veut démocratique, on lui laisse cette seule charge. En fait, tout le monde devrait être concerné par cela, même si c'est lui qui en a la plus haute sensibilité, dont c'est la tâche même. Voilà, donc je trouve que c'est tout à fait important de repérer que cette place est capitale parce qu'elle signe la capacité ou non de nouer l'individu et le collectif. Voilà, alors je ne sais pas, parce que vous avez demandé, la fin de votre question, c'était ? Oui, ça concernait les qualités que le directeur doit développer. Alors j'ajouterais quand même, si c'est une boutade, mais ce n'en est pas une, les premières qualités, je pense, que le directeur doit développer, ce sont les siennes. C'est-à-dire que finalement, rien ne vaut mieux qu'il y mette, parce que s'il est là, c'est quand même pas tout à fait par hasard, ni parce qu'on l'y a accepté, ni parce qu'on l'y a choisi, ni aussi parce que lui-même en a souhaité le vœu, alors bien sûr, il y a sa capacité, alors je peux le dire autrement, il y a sa capacité aujourd'hui, non pas seulement de trancher, de décider, il y a sa capacité d'écouter, je crois, il y a sa capacité aussi de se retirer de tout ce qu'il entend et de se faire son jugement. Et il y a peut-être encore, finalement, si c'est nécessaire, c'est une capacité de décider. Mais pour utiliser ces qualités-là, je pense que c'est la façon dont lui peut faire avec ça. Et vous êtes 5 directeurs ici autour de la table, je pense que chacun a des manières particulières, spécifiques, de régler certaines questions, dont les autres, d'ailleurs, pourraient aussi bien profiter, parce que chaque fois, on en apprend un peu plus. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je trouve cet intérêt à vous demander à chacun d'y aller avec vos affaires et vos questions dans ce groupe de travail, parce que ça faisait aussi entendre que chacun a ses particularités pour occuper cette place. Bien. Vous Liliane Jean-Moi, dans l'école fondamentale que vous dirigez, vous avez rencontré ces difficultés d'autorité dans vos rapports avec les parents, par exemple ? Voilà, moi c'est vrai que chaque fois que j'ai pris la parole dans notre groupe de travail, c'était particulièrement, Monsieur Lebrun, pour vous parler de la relation parents. Alors, plus on est chez les petits, plus les parents sont présents dans l'école, et c'est bien logique. Mais on se rend compte que la relation aux parents, que ce soit enseignants-parents ou direction-parents, est de plus en plus difficile à gérer. À l'image de la société, les parents, certains parents, pas tous heureusement, certains parents glissent vers ce qu'on appelle l'individualisme. Il y a eu plusieurs définitions de ce mot pendant le congrès. Je vais plutôt tendre vers l'égoïsme. On ne pense qu'à soi. Certains de ces parents demandent tout de suite, et uniquement pour leur enfant, même si ça va au détriment des autres. Il y a les parents surprotecteurs qui sont un peu dans ce que vous avez appelé le maternage. Et à l'exemple, une petite fille de 4 ans vient à l'école avec une puce GPS cousue dans son manteau. C'est véridique. L'institutrice s'étonne et quand la petite répond « Tu sais, madame, je ne peux pas te le dire, mais maman, elle le fait parce qu'elle a peur que tu me perdes. » Alors imaginez cette petite fille de 4 ans, quel est déjà le regard qu'elle a sur l'école, quelle anxiété elle a, comment voulez-vous qu'elle apprenne? Alors, Monsieur Lebrun, vous nous avez souvent répété que l'école était le lieu d'excellence, de socialisation, et que c'était encore un des seuls lieux qui travaillait la collectivité. Vous venez d'en parler, le sens, la valeur de la collectivité. Alors, ma question est celle-ci. Comment nous, et je joins les enseignants aux directions, comment nous, dans le fondamental, dès la maternelle, pouvons-nous préserver cette valeur du collectif? Quelle attitude poser en tant que direction face à certains parents, à ces parents, pour les amener à adhérer à notre foi, tout en gardant notre cap et notre direction? Oui, alors, vous dites, à juste titre, que plus les enfants sont jeunes, plus les parents sont présents dans nos écoles, et cela paraît bien logique. C'est pas sûr que ce soit bien logique. Pourquoi ?
mais parce qu'il me semble que dans le trajet d'un enfant, le premier moment où il va effectivement devoir quitter cet endroit d'être le privilégié, celui dont on s'occupe, dans le meilleur des cas bien sûr, on espère que ce soit dans le cas le plus fréquent, c'est souvent l'école. C'est souvent le passage dans le groupe, dans un groupe collectif. Et aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup d'enfants commencent dès la maternelle, donc très tôt. Mais il faut reconnaître que nous sommes en difficulté. Donc l'école, c'est vraiment, effectivement, vous l'avez rappelé, ce premier lieu pour moi de socialisation, ce premier lieu où l'essentiel ne va plus porter sur la personne de l'enfant comme tel, mais plutôt sur son échange avec les autres, où il sera un comme les autres. Et il faut aussi penser qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui, c'est que les parents, eux aussi, sont touchés par cette évolution du monde. Donc, eux aussi ne sont plus sensibles, comme avant, à la dimension du sommet de la pyramide, de la légitimité d'occuper des places. Tout le monde sait bien que les parents aujourd'hui sont souvent en grande difficulté et pour dire non à leurs enfants et pour assumer une certaine position. Et ils ont, dans un mouvement spontané que l'on peut entendre, puisque cette dimension de légitimité en arrière-fond, de venir dire non, de mettre des limites, a disparu, est tombée, eh bien eux-mêmes se trouvent avec une sorte de glissement insidieux dans une position où ils ont envie de privilégier leur enfant. Et quand ils amènent aujourd'hui leur enfant à l'école, plutôt que d'être déjà convaincus qu'ils font là un saut, avec une césure, une différence qui va les aider, leur enfant, à évoluer, ils ont plutôt l'impression, ils sont plutôt souvent fragilisés par la perception que cette école va, entre guillemets, abîmer leur enfant. C'est-à-dire qu'ils vont être abîmés dans leur position de devoir aussi bien s'occuper. Ils voudraient donc bien, à la limite, entrer en classe avec vous, mettre une puce, comme vous dites dans le cartable, plein d'autres éléments qu'on peut raconter, pour être sûr que l'école va s'occuper aussi bien de leur enfant que eux. C'est une démarche spontanément, on pourrait dire, heureuse et bienveillante, ça n'a pas à critiquer. Mais on voit bien que la difficulté aujourd'hui, c'est d'intégrer l'autre dimension, à savoir que, eh ben non, il est comme tout le monde, il n'est pas plus, il y a à vous arrêter à un certain moment donné, l'école, ça n'est plus votre champ, ça n'est plus votre espace, c'est celui d'un autre espace, et c'est grâce à cette dialectique que quelque chose va pouvoir être heureux pour votre enfant et l'aider à grandir. Voilà les difficultés. Donc, la question aujourd'hui, comment pouvons-nous, dès la maternelle, vous insister, et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y aurait un grand travail à faire avec les personnes des maternelles pour leur faire rendre sensible à cela, que c'est le premier autre aussi bienveillant que papa et maman, mais qui a quand même une tâche de commencer déjà à introduire que le collectif va prévaloir. Et ce serait tout à fait heureux de faire ça dès la maternelle, comme vous dites. Comment le faire? Eh bien, figurez-vous que ça va être la même réponse presque à tous les coups. C'est que nous devons repenser et nous devons retransmettre aux gens, aux parents, à nous-mêmes, à ceux avec qui on travaille, qu'il y a là une légitimité qui reste valable, même si elle n'a plus la même représentation sociale qu'hier, et même si elle doit être pensée très différemment. Il ne s'agit pas du tout, pour moi, aucunement, de retourner à l'autorité modèle d'antan. Je me rappelle, je vous ai souvent dit que j'ai le souvenir de cette fameuse phrase de mon instituteur, je ne veux voir qu'une seule tête. Ça dit bien ce qu'il voulait, et il était d'ailleurs tout à fait... il n'en voulait qu'un, il voulait tout le monde la même chose. On est aujourd'hui devenu très sensible à ce que non, il ne faut pas voir qu'une seule tête. Mais la dimension de ne voir qu'une seule tête, elle reste pourtant présente, mais elle doit être pensée autrement. Et elle n'a plus l'appui de l'autorité d'hier, donc du coup, comment allons-nous faire? Eh bien, nous devons, effectivement, je pense, travailler avec les parents. C'est tout un travail de rééducation, il faut bien le dire, pour leur faire entendre que tout en respectant leur vœu d'être les meilleurs pour leurs enfants, ils n'ont pas finalement intérêt à continuer à vouloir que l'école occupe la même place qu'eux, mais qu'au contraire, c'est un autre monde qui commence et il va falloir qu'on leur explique, qu'on le reprenne, qu'on le voit, qu'on essaye de nous montrer qu'il n'y a pas de confusion à faire avec retour au modèle d'hier. C'est pas de ça dont il s'agit, c'est au contraire repenser comment, on va y venir d'ailleurs tout à l'heure, la question vraiment de la démocratie se pose, quand elle veut bien la poser un peu de manière consistante et intelligente et pas se contenter de slogans.
Merci. Charlie Stas, vous venez des centres PMS, vous avez été directeur de PMS, vous avez, je crois, aussi 2 questions à poser à Jean-Pierre Lebrun. Oui, moi, Monsieur Lebrun, j'aurais voulu vous interpeller au sujet du rapport entre le directeur et le corps enseignant, dans un premier temps, et puis ensuite, on pourrait peut-être aborder la relation professeur-élève. Lors du séminaire, il a été rapporté que le directeur voyait de plus en plus souvent ses décisions contestées. C'est évidemment le lot de beaucoup de directions de se faire critiquer. Il n'y a peut-être rien d'anormal à cela. Par les professeurs et aussi les membres de l'équipe éducative. Tout à l'heure, vous parliez du commandant de navire. Mais je pense que très souvent, et on constate, moi je l'ai constaté en tant que directeur de centre PMS dans l'école dans laquelle je travaillais, même dans son bateau, le directeur ne voit pas nécessairement son autorité respectée, et loin de là. Ce qui interpelle, c'est la réaction. Comment le directeur réagit-il par rapport à ce genre de situation? On a constaté à travers les différents exemples dont on a parlé que souvent les directeurs se sentaient obligés de justifier assez systématiquement, beaucoup plus qu'avant en tout cas, leurs décisions. Un peu, moi c'était un peu l'impression que j'avais en tout cas, comme s'ils devaient rendre des comptes, assez systématiquement. Une autre réaction, c'est de se réfugier derrière le paravent démocratique. Le directeur, vous disiez qu'une qualité importante du directeur, c'était de pouvoir élaborer son jugement personnel. On pense parfois qu'il y a une certaine peur, peut-être pas à l'élaborer, mais en tout cas à l'exprimer. Et donc, une réaction qui apparaît de plus en plus, c'est de ne pas oser décider sans avoir au préalable consulté ses professeurs ou les personnes concernées dans l'école. Alors, ma question sont les suivantes. Comment expliquer cette mise en cause de la place du directeur? On en revient toujours un peu là. Et comment celui-ci peut-elle réagir pour que son autorité soit davantage reconnue? Et il y aura peut-être une sous-question aussi par rapport à cette tendance à consulter, ce côté démocratique, ne comporte pas aussi des effets pervers? Première question, une fois. Bon, oui, je vais le prendre comme ça. Écoutez, c'est intéressant ce que vous avez ramené. Vous êtes dans votre bateau, vous dites toujours, mais non, cher monsieur, vous n'êtes plus dans votre bateau. Votre bateau, il a fait naufrage. Il n'est plus sur la mer, il est sur un autre monde. Vous voyez? Donc, vous croyez que vous êtes toujours dans un bateau, vous avez raison, mais le bateau, il n'a plus les mêmes façons de fonctionner. Donc, que vous soyez dans ce bateau, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on ne discute plus la façon dont le directeur occupe sa place. Comme je dis, il faut que la mort soit très proche pour qu'on ne discute pas. Je n'ai jamais vu une discussion pour savoir s'il fallait que le cockpit d'un avion, on discute le capitaine. Alors là, on ne discute pas. Heureusement, d'ailleurs, plus personne n'oserait prendre l'avion. Mais c'est évident. C'est la même chose dans la salle d'urgence de l'hôpital. Vous ne discutez pas les ordres du médecin qui a fait son diagnostic, qu'il s'agit d'intervenir d'urgence parce qu'il est face à un coma diabétique, et puis c'est comme ça. On ne discute pas. Donc on voit bien que nous avons cette grande latitude de pouvoir penser, de nous pouvoir penser chacun les maîtres un peu du monde, et ça continue dans ce sens-là. Donc c'est vrai. Vous introduisez autre chose qui est... Parce qu'il faut bien rendre compte que nous sommes tous contaminés par ce changement du monde. Vous parlez du tout de suite, là. Quelqu'un, je crois que c'est vous qui avez évoqué ça. Mais le tout de suite, il est aussi dans vos enseignants, il est aussi dans les membres de ceux qui travaillent, il est aussi chez les parents, il est même peut-être parfois chez le directeur lui-même qui a envie de réagir tout de suite. Et on lui dit, oh attention, il faut d'abord que tu consultes tout le monde. Donc ça fait partie d'aujourd'hui de notre monde. Il y a un travail de résistance psychique à marcher dans tout de suite. Et vous avez raison, je pense aussi, quand vous dites que le directeur n'ose plus décider sans avoir au préalable consulté. L'ennui, c'est que ça se transforme en une méfiance à son égard. Je crois qu'il faut savoir qu'il y a une grande toxicité à ce que systématiquement on ait la méfiance à l'égard de celui qui occupe la place de direction. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit céder sur les moyens que l'on a de riposter à ces prises de position éventuelles, ni même qu'on ne doit pas le remettre en question. Mais je pense que de systématiquement le suspecter, moi j'ai souvent des gens qui viennent parler de leur épuisement psychique, parce que quoi qu'ils décident, ils savent déjà que de toute façon, ils vont être remis en question. Bon, c'est comme si on ne pouvait plus leur faire confiance qu'ils essayent de mener le bateau quand même un peu, hein, même s'il est dans une autre terre, mais ils essayent quand même. Eh bien, c'est extrêmement difficile, dirait-on encore, accepter ça, de lui faire un minimum de confiance. Je me rappelle bien que Dominique Schnapper, la sociologue là, en France, avait fait un grand travail pour montrer à quel point la méfiance était toxique pour la vie collective. La méfiance systématique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas
de débats à avoir, de discussions et de tas de choses. Alors, vous évoquez quelque chose de tout à fait juste, je crois qu'il y a effectivement des effets pervers à devoir consulter avant de décider systématiquement. Oui, il peut y avoir des effets pervers. Moi, je me représente le directeur d'aujourd'hui sur une ligne horizontale avec deux curseurs où il doit se trouver entre deux, et entre les deux extrêmes, il y a des zones rouges où il ne doit pas aller. Chacune des zones est représentée, d'un côté c'est la tyrannie, il décide tout seul, et il n'en a rien à cirer de ce que les autres s'occupent de lui. C'est un risque, ça se passe, ça reste une difficulté aujourd'hui. On peut faire un abus de pouvoir comme ça, c'est tout à fait juste. Mais à l'autre côté, je ne décide plus que si j'ai l'accord de tout le monde, que si j'ai le consensus, que si... Et là, finalement, bien souvent, on ne décide plus rien. Et entre les deux, il faut trouver une voie avec, chaque fois, percevoir les zones rouges, où il ne faut pas trop aller parce qu'on est trop vite du côté de « mais je décide tout seul, là, il faudrait peut-être que je réfléchisse si oui ou non, je ne dois pas en discuter d'abord, etc. » Ce qui n'empêche pas d'avoir parfois à décider quand même. Et de l'autre côté, bon, je dois demander l'accord des autres, c'est au programme, d'accord, mais il y a des procédures à respecter, on les a respectées, donc finalement, vous vous rappelez que j'avais bien aimé, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce moment où un directeur, je peux encore le temps, oui, ce moment où un directeur avait énoncé comment il s'était arrangé avec, alors qu'il venait d'arriver dans une école où il y avait des temps pour les discussions des conseils de classe. Il y avait, j'invente les chiffres, hein, enfin, il avait 6 classes et la première prenait 1 heure, la seconde 45 minutes, enfin bon, vous voyez, et la 4e et la 5e et la 6e n'avaient quasi plus que 5 minutes, il fallait tout discuter en vitesse. Il trouvait que c'était pas très équilibré, en quoi il avait raison, et il avait décidé que chaque classe prendrait une demi-heure pour la discussion. Et il avait convenu de la petite organisation suivante, c'est qu'après 20 minutes de libre discussion, on essayait de prendre une décision commune, collective. Si elle arrivait, ben, le problème était résolu. Mais il se laissait les 5 dernières minutes pour décider, lui, si on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Et il ajoutait cette formule qui aujourd'hui va vous paraître certainement scandaleuse, mais je la dis, il ajoutait cette formule, et je ne me justifie pas. Alors c'est très intéressant, parce que ce n'est pas, je ne me justifie pas de ce que je veux faire, non, 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 il a écouté tout le monde, il y a 20 minutes de discussion, il y a eu 5 minutes pour essayer de décider collectivement, ça arrive qu'on y arrive, mais ce n'est pas toujours le cas, et puis il y a l'engagement de celui qui occupe cette place, pour laquelle il a la légitimité d'intervenir, mais vous ne pourrez pas épuiser non plus à cet endroit entièrement les ressources pour pouvoir lui faire expliquer tout ce qu'il veut dire. Il y a aussi un moment où lui va prendre sa décision en âme et conscience, et vous, à sa place, vous auriez probablement pris l'autre. Alors, qui est-ce qui a raison? Eh bien, il faut faire dans la vie humaine avec ça. C'est qu'on ne sait pas d'avance qui a raison, il faut quand même bien s'y engager. C'est encore pire si on ne s'y engage pas. Et je trouve que de dire « je ne me justifie pas » ne venait pas dire « je décide tout », ce n'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Dans ces cas-là, je décide et vous me faites confiance sur la singularité qui est la mienne dans le fait de m'engager à cette place. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour que tout le système fonctionne. C'est ça que, puisque je reprends mon idée tout à l'heure, c'est lui qui est le plus sensible à cette division entre le collectif et l'individu, et on peut quand même lui faire la confiance que c'est ça qu'il va essayer de promouvoir, c'est-à-dire le meilleur fonctionnement du collectif. Au risque de se tromper, mais aujourd'hui, je crains bien que même si on a cette conviction, et c'est vrai qu'il peut se tromper, n'importe qui à sa place serait dans la même difficulté. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'on peut se débarrasser de ça. Donc c'est vrai qu'il y a des effets pervers à estimer que on doit sans arrêt en demander aux autres parce qu'on finit par éluder le point même de la décision. C'est le point qui est le pire pour chacun d'entre nous. Hein. C'est le point qui est le plus difficile à tenir. C'est parler en ne pouvant pas vous légitimer de quoi que ce soit, si ce n'est de votre parole. Merci. Je crois qu'il y avait une deuxième question, peut-être courte, oui. et réponse courte aussi. Donc les relations prof-élève, beaucoup d'enseignants se plaignent des jeunes qui contestent leurs décisions, qui ne reconnaissent pas la légitimité de leurs fonctions, c'est un peu l'impression qu'on a de plus en plus. Et depuis quelques années, on trouve aussi des élèves qui vont plus loin, qui mettent en cause non seulement l'autorité, mais aussi peut-être le droit du professeur à imposer des obligations, à mettre des limites
ou à sanctionner quand c'est nécessaire. Même les règlements d'école sont contestés. Que peut faire le professeur pour que sa place soit davantage reconnue par l'élève? Mais on avait déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais j'ajouterais que vous mettez bien en place, en tout cas moi je vous demande d'entendre qu'aujourd'hui on n'est plus dans la contestation de l'autorité, on est dans sa récusation, et que ce n'est pas la même chose. Contester l'autorité, c'est depuis que le monde est monde, et ça fait toujours avancer les choses, d'une certaine manière. Mais récuser l'autorité, c'est dire celui qui occupe cette place n'a aucune légitimité pour s'y trouver. Ce n'est pas équivalent à dire ce qu'il décide à cette place, moi j'aurais pas fait comme ça et je trouve qu'il y a mieux à faire. C'est très différent. Parce que la récusation est quelque chose à quoi nous avons affaire aujourd'hui, à mon avis. C'est une arme terrible, terrible, donnée aux jeunes pour leur permettre d'éviter eux-mêmes d'avoir à faire le travail de grandir. On leur donne une arme extrêmement dangereuse. Elle existe, aujourd'hui c'est comme ça. Ils ont la possibilité de récuser à cause de cet arrière-fond qui a changé et que nous n'avons pas bien identifié, que sous le prétexte de vous dire « moi je conteste ce que vous dites », ils sont en train en fait de dire « je récuse toute intervention qui a sa légitimité venant d'une place qui est différente de la mienne et même qui a prévalence sur moi ». Mais je vais peut-être m'arrêter là pour pouvoir passer dans les temps. Merci. Peut-être Jean-Lambert Charrier, une dernière question qui est un peu dans la prolongation de l'une ou l'autre question qui viennent de se poser. Une question conclusive finalement à Jean-Pierre Lebrun par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce qui est écrit dans les documents que nous avons reçus. Je voudrais revenir sur un élément dont on n'a pas parlé, qui est le cadre réglementaire au niveau de l'enseignement et qui est très prégnant. Les décrets, je repense à celui de 96 des hautes écoles, fatalement, puisque c'est mon cas, mais également de tous les décrets missions qui ont suivi, exigent la mise en place de structures dites participatives, avec un slogan que l'on entend souvent qui s'appelle « Plus de démocratie à l'école ». Et on y inclut là-dedans, outre le PO, les parents, les enseignants, les élèves et même des gens représentant l'environnement social. Alors, deux sous-questions à cela. La première, que pensez-vous de ce slogan « Plus de démocratie à l'école » ? Et deuxième question, comment gérer la participation de tout le monde, plus la mission confiée à certaines personnes, plus, en ce qui concerne la direction, la responsabilité d'une seule personne? Alors, écoutez, je vous dirais que j'en penserais grand bien de ce slogan « Plus de démocratie à l'école » si on était d'accord pour réfléchir sérieusement à ce que c'est que la démocratie. Pour vous donner d'emblée comme ça le ton, je vous reprends, je ne sais pas si je l'ai avec moi, mais peu importe, une phrase de Jacqueline de Romilly qui fait bien entendre qu'il y avait une différence énorme, non, je ne l'ai pas prise, peu importe, entre la démocratie grecque et la démocratie actuelle. C'est que la démocratie grecque, il n'y avait pas un membre de la démocratie grecque qui ne pensait pas qu'il devait la possibilité de s'énoncer et de parler dans le collectif qu'il avait, qu'il le devait à l'État. Il y avait donc un lien étroit entre être capable et pouvoir parler et le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, comme vous le savez, ma parole est plutôt quelque chose dont l'État va m'empêcher, il va venir m'embêter, il va venir me contrarier. C'est donc une grande différence au niveau de ce qu'implique à cet endroit la démocratie que de constater cette... Ah oui, je l'avais quand même, mais bon, peu importe maintenant. Ma feuille, je m'embarrasse un peu, je m'emmène un peu les pinceaux. Donc, il faut bien voir, je trouve, que déclarer... C'est ça que la démocratie, dans sa version simpliste, ne veut pas voir, à mon avis. C'est que déclarer l'égalité d'un chacun, c'est avec quoi nous sommes vraiment d'accord, virtuellement d'un chacun. Chacun a droit à la parole, chacun peut... C'est d'emblée contradictoire avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire avec le fait que c'est pas parce qu'on a chacun un droit à la parole que si vous êtes directeur, vous n'avez pas un autre statut que vous occupez et votre parole ne sera pas égale à la mienne. Alors comment concilier cette reconnaissance que tout le monde a droit à la parole, qu'on est tous égaux,
et qu'en même temps, pour que ça puisse fonctionner, il faut que cette différence de place continue à fonctionner. Eh bien ça, c'est, je trouve, une difficulté de la démocratie de reconnaître que c'est là une vraie difficulté, qu'il faut regarder en face et qu'il faut traverser. Quand on est du côté de « mais chacun a droit à la parole », donc, et en plus, quand on prend des décisions, on ne tient pas compte de ce que j'ai dit, on n'est pas dans la prise d'ampleur de cette difficulté. La contradiction entre ces deux éléments est fondamentale, elle est heureuse, elle peut faire avancer les choses, elle peut nous amener à travailler, sauf si on la dénie, sauf si on dit qu'il n'y a pas ce problème. Parce que l'égalité, et je reprendrai là une phrase quand même que je trouve Tocqueville avait très bien repérée, c'est que le désir, il disait ceci, le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. Autrement dit, plus on préconise l'égalité, plus on en voudra, plus on verra partout des sources d'injustice. Moyennant quoi, on se détourne de la vraie difficulté qui consiste à devoir assumer en même temps cette notion d'égalité qui est nouvelle depuis 2-3 siècles et qu'aujourd'hui nous atteint vraiment à chacun, et qui, à mon avis, a toute sa légitimité de ce monde différent de celui d'hier, mais en même temps, on n'écoute pas à devoir accepter que des places différentes existent et que pour que le collectif puisse fonctionner, il faut aussi que ces places soient respectées. Voilà ce que je voulais dire sur la démocratie. Donc, plus de démocratie à l'école, oui, à la condition qu'on ne fasse pas de la démocratie simplement une sorte de louange de l'égalité et qu'on ne prenne pas la contradiction en compte. Merci beaucoup Jean-Pierre Lebérin et vous aussi, chers collègues, directeurs, pour ce dialogue et l'analyse fine qu'il en ressort des rapports d'autorité. On mesure à quel point cette question doit être traitée avec sérieux et on voit aussi à quel point il y a, si je peux le dire de manière triviale, du pain sur la planche. Le texte qui est la trace de ce séminaire, qui a été rédigé par Vincent Flamand, est joint dans la farde du participant. Vous aurez donc l'occasion de le lire et je pense que ça sera un outil intéressant pour voir comment approfondir cette question sous des formes diverses dans les mois qui viennent. On voit aussi une source potentielle de formation, d'animation ou de réflexion sur cette question. Je vous remercie tous et je vous propose de vous applaudir.